Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est reparti pour un nouvel épisode de Parlons de livres. Parlons de livres, je vous rappelle, donc une émission destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons à nouveau aujourd'hui Monsieur Bruce Matheso. Cette fois, c'est pour parler de son livre André Grenard Matsuwa, Les fondements de l'amicale. Voilà. Bonjour Bruce Matheso. Bonjour, ravi d'être là de nouveau avec vous. C'est un plaisir. On va découvrir qui c'est ce personnage André Grenard Matsuwa. Grâce à vous, vous allez nous expliquer. Mais rapidement, rappelez un petit peu aux auditeurs qui est Monsieur Bruce Matheso. Ok, ben voilà, mon nom, Bruce Matheso. Je suis historien, donc j'étudie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'enseigne également à l'université de Lille et je suis aussi auteur et d'origine congolaise. Et le livre que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est mon premier livre qui est sorti en février 2020 sur André Grenard Matsuwa. Oui. Figure congolaise. Oui, c'est ça. Vraiment une figure emblématique, on va dire, historique, congolaise. Et bon, on lit beaucoup de choses. Moi, pour ma part, effectivement, André Matsuwa, André Grenard, il a même un autre nom. Vous allez nous expliquer un petit peu. Déjà, qui est André Matsuwa? Ngoma, Yangoma, comment ça se fait après? C'est maintenant André Grenard. Commencez par nous expliquer en fait qui est le personnage, d'où il vient. Il se retrouve à s'appeler André Grenard. Et puis voilà, on va un petit peu discuter. Il a mis en place une amicale, une association, l'amicale. C'était dans quel but, tout ça? Expliquez-nous un petit peu. Alors rapidement, André Matsuwa, connu sous le nom d'André Grenard, il est né en 1899 et mort en 1942. Donc c'est une personnalité de l'époque coloniale, du Moyen-Congo, de l'Afrique équatoriale française, même globalement, donc, qui regroupait le Congo, donc actuel Congo-Brazzaville, le Gabon et la République centrafricaine ainsi que le Tchad. Alors, c'est un militant anticolonialiste et un précurseur du nationalisme moderne Congo-Brazzaville. Alors, par rapport à son nom, donc André Matsuwa, mais il est bien évident que, étant donné qu'il est né en 1899, donc on est à une période où la colonisation du Congo, en pratique, n'est pas tout à fait advenue. Donc il est plutôt né sous le nom de Matsuwa Mangoma, puisqu'il n'était pas, ses parents n'étaient pas des chrétiens, donc il n'avait pas un nom de baptême, un nom chrétien. C'est son nom de baptême, baptisé par les catholiques, ce sera André. Et lorsqu'il va venir en France, mais ça on aura l'occasion d'en reparler, il va ajouter le nom de Grenard, une sorte de surnom, quoi. Donc, André Grenard Matsuwa, qui va devenir le nom sur lequel il va se faire connaître en France, dans les milieux congolais, panafricains, mais aussi auprès des autorités françaises, parce qu'il a un parcours vraiment tout à fait exceptionnel pour l'époque. Et moi, le livre, je me base sur vraiment les débuts, ses débuts donc parisiens avant son retour au Congo, et donc il correspond à une période entre 1926 et 1930 où il a fondé une association, l'amicale des originaires de l'Afrique équatoriale française, donc qui regroupe majoritairement des Congolais mais aussi des Gabonais, des Centrafricains. C'est plus une association qui a pour but d'être une sorte de mutuelle en fait pour la diaspora qui est toute naissante à ce moment-là. Ça, du moins, c'est le but affiché. Tandis que le but réel, c'est vraiment de porter une action politique en Afrique française de manière générale et au Congo en particulier. Oui, c'est ça, effectivement. Parce qu'il y a un petit peu confusion. J'ai même pu lire quelque part que l'association, en fait, l'objectif était de venir en aide aux anciens combattants. C'est ça, aux anciens combattants. Et puis dans le vôtre, c'est ça, vu les statuts, parce que c'est tout documenté aux annexes, tout ça, on voit bien les statuts de l'association. Il parle effectivement d'entraide. C'est une aide aux Aéfiens. Aéfiens, c'est un peu un néologisme qui crée donc les ressortissants de l'Afrique équatoriale française, donc les Congolais, les Gabonais, les Centrafricains. Oui,
Il y a les Tchadiens, mais les Tchadiens étaient très peu nombreux. Donc c'est surtout Congolais, Gabon et Centrafrique qui étaient en nombre sur Paris. C'était eux qui étaient les plus nombreux en tant que ressortissants de l'Afrique équatoriale française, parce que c'était des colonies françaises. C'était une entraide, pas seulement aux anciens combattants, même si lui-même est un ancien combattant, que son lieutenant Pierre Kinzonzi est un ancien combattant, mais sinon c'est vraiment les ressortissants tout simplement. C'est vraiment une association diasporique, comme il y en a plusieurs qui naissent à ce moment-là après la Première Guerre mondiale, où les Africains colonisés par la France bénéficient du fait de leur participation à la Première Guerre mondiale de quelques marges de manœuvre, et ces marges de manœuvre vont permettre à ces premiers militants de sensibiliser et de lutter pour l'amélioration de leurs conditions de vie, soit politique et soit économique. Et pour Matsuwa, et c'est ce que je démontre dans le livre, c'est vraiment l'aspect économique et politique qui est pour lui le cœur de son action. C'est vrai qu'en lisant le livre, on voit un petit peu ce n'était vraiment pas assez facile pour lui par rapport au statut. Il y avait des changements, il fallait de temps en temps il use de subterfuges pour essayer d'écrire des articles, tout ça. En fait, il la voulait officiellement apolitique, cette association. Alors, oui, parce que les partis politiques étaient interdits, simplement pour les Africains. Donc l'association était le seul moyen de mener des actions collectives. Et puis au début de son action, Matsuwa est plutôt légaliste, dans le sens où il ne faut pas que le but réel de l'association qui a un but politique soit affiché ouvertement, sous peine de subir les foudres de l'administration coloniale. D'autant plus qu'en tant qu'ancien combattant, et ancien combattant de la guerre du Rif, qui est une guerre menée par la France et l'Espagne contre les rebelles du Rif au Maroc, il a vu en fait la puissance militaire coloniale. Cela ne l'a pas résolu à abandonner le combat, mais que ce combat, dans un premier temps, ne peut pas être mené de front. D'où le fait d'avancer feutré avec une association amicale et des buts apolitiques, en tout cas de prime abord, voilà, pour préparer la lutte. Et du coup, il fallait démontrer là qui apparaissent dans les archives coloniales que j'ai étudiées, puisque c'est ma première étude historique, ça a été porté sur ce personnage-là. Et c'est cette période-là charnière qui est assez peu, en tout cas qui a été assez peu étudiée à l'époque, parce que c'est un peu le Matsuwa d'avant le Matsuwa combattant, puisque le livre s'arrête quand il est jugé et condamné. Et au final, c'est en 2 avril 1930. Et ce n'est que le début de l'aventure, puisqu'après, c'est le Matsuwa rebelle, puisque Matsuwa va s'évader de prison, etc. Et c'est ce Matsuwa rebelle qui va marquer les mémoires populaires du Congo. Donc, mais ce Matsuwa-là du début, qui est pourtant celui qui a permis le Matsuwa rebelle, est moins connu. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment m'attarder dessus pour savoir concrètement comment ça a commencé tout cela. Et ça a commencé par une action qui se voulait stratégique, qui se voulait légale au vu de la colonisation, pour créer des marges de manœuvre, parce que les marges de manœuvre étaient, dans les années 20, très 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 fermées. Très très fermées. D'ailleurs, elle était surveillée par l'administration coloniale quand elle était bien entendu à Brazzaville, mais surtout en France, il y a un service qui surveille les Africains, leurs allées et venues, leur activité politique ou non. Donc, conscient de tout cela, Matsuwa, il a essayé de faire au mieux. C'est ça. C'est peut-être la raison pour laquelle aussi, non, qu'il a changé son nom. Oui, mais ça a marché un certain temps, mais ensuite les services, c'est là qu'on voit, font rapidement le rapprochement. C'est-à-dire que ça trompe. Ça a permis de ralentir un peu la surveillance, parce qu'en plus c'est une méthode qu'il va utiliser plusieurs fois, il va changer plusieurs fois de nom, une fois qu'il va, je ne raconte pas dans mon livre, mais la suite de l'histoire, c'est qu'il va encore prendre d'autres noms, des pseudonymes, quand il va s'échapper. Parce que oui, c'est constamment sous surveillance. C'est ça que moi qui m'a frappé, c'est que dès que l'association est créée, elle est sous surveillance. Donc, créée en 1926, juillet 1926, dès le mois de septembre, elle est sous surveillance. À un moment, vous parlez du balalisme. Oui. Qu'est-ce que c'est, le balalisme? C'est un néologisme colonial, hein. C'est-à-dire donc balalisme, hein, en fait, c'est
parce que c'est les administrateurs coloniaux, quand ils parlent des Balari, donc les Lari, qui sont un sous-groupe Congo, donc une communauté Congo-Brazzaville, aujourd'hui qui est aussi qui est assez connue, et qui est la communauté d'origine de Matswa. Cette communauté-là, Matswa va réussir à la mobiliser, et mobiliser d'ailleurs pas que cette communauté-là, il va réussir à mobiliser l'ensemble des communautés du Congo-Brazzaville. Et ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il y aura une répression du mouvement créé par Matswa, les derniers à résister au nom de Matswa, ça va se refermer sur un certain cercle, donc les Balari, les Lari, et les colons français voyant ça vont créer un néologisme, ça c'est le balalisme. Ils appellent parfois les Lari, les Lali, à tort d'ailleurs, mais du coup, ça c'est quand j'étudie dans ma partie historiographique. Donc l'historiographie, grosso modo, c'est l'histoire de l'histoire. C'est-à-dire comment au fil du temps, on a raconté justement cette aventure, ce mouvement-là de Matswa. Les premiers qui ont écrit sur Matswa, ce sont les administrateurs coloniaux qui ne comprenaient pas cette mobilisation des populations. Et ils ont appelé ça le balalisme, c'est-à-dire que pour eux, c'était une forme de tropisme ethnique, qui avait une portée politique mais limitée. Or, Matswa n'a pas un discours tribal. Son discours ne revendique pas, ne s'adresse pas avant tout aux siens. Il s'adresse à tous les Congolais de manière générale et même à toute l'Afrique équatoriale française. Les administrateurs coloniaux ont aussi utilisé le diviser pour régner, et le plus simple était de circonscrire à juste sa communauté, et ça permettait de réduire la portée potentiellement révolutionnaire du mouvement. Donc voilà ce qu'est le balalisme, donc une vision donc colonialiste du mouvement porté par Matswa. Bon, en lisant effectivement tout le récit sur Matswa, c'était en fait un anticolonialiste. Il combattait contre le colonialisme, mais j'ai trouvé ça, c'est pas un peu contradictoire parce que il s'est quand même enrôlé pour faire la guerre du Rif. Oui. C'était pas un peu c'est contradictoire, mais on est dans une période où de prime abord, la révolte ou la remise en cause du modèle colonial semble impossible dans un premier temps, puisque il est né en 1899, la conquête coloniale française réelle, on va dire, c'est terminé peu avant la Première Guerre mondiale. Quand je dis la conquête coloniale réelle, c'est-à-dire quand le territoire est effectivement administré et contrôlé. C'est assez tard en réalité, donc c'est 1914. Donc il était adolescent. Mais en même temps, c'est le moment où le modèle colonial français, occidental, européen de manière générale, est tout puissant. Donc il est vraiment très difficile d'imaginer pouvoir y faire face économiquement, intellectuellement, militairement. Les Africains n'avaient pas encore les armes, et puis on venait tout juste de perdre, donc il fallait déjà encaisser cette défaite-là. À ce moment-là, s'enrôler en tant que tirailleurs, tout simplement. Quand on dit tirailleurs sénégalais, mais il n'y avait pas que des Sénégalais, il y avait des gens de toutes ces colonies, y compris d'Afrique centrale. C'était le moyen, des fois, une quête d'aventure, de pouvoir bouger, d'avoir surtout de la mobilité. Et puis, si on revenait vivant, c'était d'avoir notamment la citoyenneté française, qui était à ce moment-là le seul échappatoire au statut de l'indigénat. Le statut de l'indigénat, c'est un statut d'infériorité civique éternelle, et c'est aussi les corvées, par exemple. Les corvées qui sont quand même une forme d'assujettissement au nom d'État colonial. Donc pour toutes ces raisons-là, Matswa s'est enrôlé dans l'armée. Mais au contraire, ça a été un déclencheur, parce que ça lui a permis d'avoir la citoyenneté française, donc la liberté de bouger, et de deux, ça lui a permis aussi de prendre conscience en fait du statut colonisé, parce qu'avant, Matswa il ne connaît que le Congo. Là, il a connu Dakar, et sur son chemin, il a connu le Maroc, il a pu voir en fait le statut d'autres Africains colonisés en dehors de l'Afrique centrale, et je pense que ça a participé à sa conscience politique. C'est pas si contradictoire que ça pour l'époque, parce qu'on est dans une époque où
remettre en cause le modèle colonial, nous, les Africains, nous n'avons pas encore les outils conceptuels pour la remettre en cause et pour utiliser justement les armes des colonisateurs contre eux. Parce que toutes les décolonisations se sont faites comme ça, aussi bien en Afrique qu'en Asie. C'est ça, c'est ça. Alors, on voit un petit peu l'évolution de la situation. Beaucoup de personnes ont écrit sur Matswa aussi, hein, notamment le sociologue Balandier, Oui. qui a écrit sur Matswa. Ben, lui, c'est peut-être une vision populiste du mouvement de Matswa, parce que pour vous, c'est plus historique, non, quand vous en parlez? Alors, oui, moi, je suis historien, Balandier sociologue. Bien qu'il a commencé ses premières études sociologiques fin des années 40, début des années 50, donc peu de temps après la mort de Matswa en réalité. Lui, il étudie plus le matswanisme. Le matswanisme, ça naît après la mort de Matswa, donc en 1942, la mort supposée. Vous anticipez. C'est un peu la vie, c'est un peu, comment dire ça, la mutation religieuse du mouvement politique. Oui. Et cette mutation religieuse du monde politique, moi, quand j'étudie Matswa, elle n'est pas présente. En tout cas, elle est secondaire. Cette mutation-là religieuse, elle va s'effectuer justement dans les années 30. En fait, c'est la mobilisation des chefs traditionnels dans l'amicale de Matswa qui a fait son succès d'ailleurs. C'est que les chefs traditionnels l'ont suivi, alors que lui, c'est une élite... comment dire ça, c'est une nouvelle élite, c'est ce qu'on appelle les évolués, ceux qui savent lire, écrire, etc. Et lui, Matswa, il va permettre la réconciliation des élites traditionnelles, parfois enrôlées même par l'administration coloniale, et cette nouvelle élite-là des évolués, qui parfois sont déconnectés de leur communauté, mais lui va réussir à rejoindre les deux dans un but commun, donc l'émancipation politique. Mais ces chefs traditionnels-là, souvent, ceux qui ont suivi Matswa ne sont pas chrétiens. Ce sont des chefs qui sont dans la religion traditionnelle. Et le fait qu'ils ne soient pas chrétiens, qu'ils soient dans la religion traditionnelle Congo, et qu'ils sont dans le mouvement de Matswa, majoritairement, dans les années 30, c'est ça qui va, face à l'adversité, la répression, qui va donner une teinte religieuse, non seulement à Matswa, qui va devenir un personnage messianique, et aussi au mouvement. Et à la mort de Matswa, le mouvement bascule totalement sous une forme religieuse, ce qui donne le matswanisme. Et Balandier arrive quelques années après cela, et il fait le parallèle entre le matswanisme et le kibanguisme, vu que c'est issu de la même côté, la communauté Congo. Voilà pourquoi, souvent, quand on parle de Matswa, c'est plus le matswanisme. Et aussi parce que le matswanisme, au nom de Matswa, qui a fait de certains de ses combats politique, un credo religieux, il y aura un rejet de l'État, non seulement colonial, mais aussi rejet de l'État postcolonial. Donc l'indépendance qui va venir juste en 1960, par exemple avec le père Yolo, qui vont considérer que ce n'est pas l'indépendance de Matswa, ce n'est pas la vraie indépendance. Donc les matswanistes considèrent qu'ils ne sont pas concernés par ça, il y aura un refus de se faire enregistrer à l'état civil, il y aura un refus de voter, etc. etc. Et ça va du coup, c'est un sujet brûlant pour le coup, puisque les matswanistes sont issus de la même communauté que le premier président du Congo, qui est l'abbé Fulbert Yolo. C'est pour ça que le matswanisme en termes d'historiographie est beaucoup plus représenté, parce qu'il est concomitant à la période de la lutte politique pour l'indépendance, où les matswanistes, après avoir servi de précurseurs, vont se retrouver un peu marginalisés parce qu'ils ne vont pas s'adapter à la nouvelle donne politique après la mort de Matswa, qui correspond à l'après-Seconde Guerre mondiale, l'après-conférence de Brazzaville en 1944, etc. Donc Balandier analyse tout ça. Il analyse tout ça. Moi, justement, je voulais analyser revenir aux sources concrètement. Comment déjà, parce qu'avant de pouvoir devenir une figure messianique, il faut déjà devenir une figure tout court, publique, politique. Et souvent, on oublie la figure politique, le combat politique de Matswa, pour la figure messianique et le côté religieux. Moi, je me suis vraiment axé sur le côté politique. Du coup, il fallait revenir aux sources. Et les sources, c'est ce que j'ai lu dans ce livre. Donc, vraiment, comment il a commencé son combat politique, etc.
Pour donner une précision aux auditeurs, tout à l'heure vous avez dit Balandier qui comparait un petit peu le machuanisme avec le kimbanguisme. Expliquez-nous le kimbanguisme, si c'est ça vient de Kibangu qui était aussi. Oui, oui alors Simon Kimbangu, qui est élu en 1887, qui est par rapport à Matsoa, par contre, lui, Simon Kimbangu est un mystique, est un prophète, c'est toujours vu revendiqué comme tel. Sauf que et lui, c'est plutôt au Congo-Kinshasa, au Congo central, mais qui est frontalier au Congo-Brazzaville, et où la communauté, le peuple Congo, en fait, vit des deux côtés, puisque c'est issu du grand royaume Congo, comme on avait parlé la dernière fois dans la dernière vidéo. Donc, c'est un leader religieux et qui prône la fin du colonialisme au Congo belge et dans toute l'Afrique de manière générale. Il aura une révélation donc en 1921, le 7 avril 1921, il fait des miracles, etc. Il prône une interprétation pour certains africaine de la Bible, pour d'autres, il prône tout à fait autre chose du Congo, donc voilà, il y a... Et à la suite de ces prêches, il y a plein de mouvements de foule en sa direction qui mettent en danger le système colonial belge, la sécurité belge, et il sera arrêté et puis condamné d'abord à mort, et puis sa peine sera commuée en peine de prison à perpétuité, ce qui va donner naissance pour ses fidèles au mouvement du Kintwadi. Et parmi ce mouvement du Kintwadi, il y aura l'embryon de l'église Kibanguiste aujourd'hui, qui est une des plus grandes églises chrétiennes africaines. Ce mouvement-là, cette figure-là de Kimbangu, parfois, Matsoa est mis en parallèle avec lui, puisqu'ils sont des contemporains. Les deux ont porté un discours anti-colonialiste. Et religieusement, parfois, ce sont les mêmes. Il y a des personnes qui sont à la fois du côté de Matsoa, politiquement, et qui sont à la fois du côté de Kimbangu, religieusement. Je donne l'exemple, c'est l'exemple de Samuel Matouba, qui est une figure religieuse kibanguiste, qui est le premier représentant légal de l'église kibanguiste, même au Congo-Brazzaville, qui est de base un chef traditionnel, donc un Mfumu, et qui était membre de l'amicale de Matsoa, et qui est à la fois aussi l'un des premiers dirigeants du culte du Kintwadi et de l'église kibanguiste. Donc il montre bien que ce sont des milieux qui s'entrecroisent en réalité. Donc voilà pourquoi le parallèle souvent entre les deux historiens. C'est ça. Alors maintenant, la raison pour laquelle Matsoa avait été arrêté, expliquez-nous un peu, on ne sait pas trop où est la vérité, malversation financière, tout ça, on ne sait pas trop Alors, où est la vérité. Quand il fonde l'amicale en 1926, tout de suite, il attire l'attention d'un service, donc le service de surveillance des indigènes, qui surveille tous les Africains en France lors de l'activité politique, etc., parce que l'État français, aussi bien métropolitain que colonial, se dit que ces gens-là peuvent apporter des idées subversives auprès des leurs, que ce soit le panafricanisme, que ce soit le communisme, ou que ce soit l'islamisme, qui était vu. Ces trois idéologies étaient considérées comme les trois idéologies capables de renverser l'ordre colonial en Afrique. Panafricanisme, islamisme et communisme. À ce prétexte-là, Matsoa est constamment surveillé. Et il est observé, et il est dit qu'il faut faire tomber politiquement cette association-là, et il faut pour cela le faire condamner qu'un préjudice moral, en fait, qui le discrédite aux yeux des siens. Parce que la malversation, et ça je le démontre dans ce livre-là, n'est pas prouvée, parce que s'il y a eu quelques détournements de fonds, c'était pas par Matsoa lui-même, c'était par des collaborateurs qu'il a géré de l'association. Les comptes de l'amicale, dont je les ai retranscrits, parce qu'il avait ouvert un compte à la gare du Nord, donc sur Paris, là, à la poste de la gare du Nord. Les comptes sont à jour, il y a eu un expert judiciaire, un comptable judiciaire, qui a vu que les comptes sont à jour, etc. Donc tout a été démontré, en tout cas sur le plan judiciaire, que normalement il n'y a pas de malversation. Mais quand on regarde les rapports secrets du service d'affaires politiques, donc dans l'état colonial le gouvernement de l'Afrique équatoriale française, dit que ce sont une condamnation pour but politique, puisque Matsoa n'a pas détourné l'argent, non seulement en termes de comptabilité, on ne peut pas démontrer, mais même son train de vie lui-même ne le démontre pas.
puisqu'il vivait de manière spartiate, Matsuo. Mhm. Mais voilà, on l'a condamné parce qu'il fallait discréditer politiquement lui et ses collaborateurs. Mhm. Donc, il a été condamné pour escroquerie en 1930. En plus, il a été condamné en tant qu'indigène, donc alors qu'il avait obtenu la citoyenneté française, ce qui est illégal d'après le propre droit colonial français, Et donc c'est une condamnation vraiment politique. C'est ce que j'ai voulu aussi démontrer dans le livre. Oui, c'est d'ailleurs bien expliqué, hein. On le lit bien. À la page 112, il y a ce petit paragraphe qui démontre bien la volonté de l'autorité de l'administration coloniale d'en finir avec lui par tous les moyens. C'est ça. Il y a un petit paragraphe, voilà, vous expliquez par rapport à l'affaire judiciaire. Ils mettent Monsieur André Grenard doit être un noir roublard. Il a trouvé le moyen de vivre à Paris aux dépens de ses frères noirs végétant dans leur stupidité native. Lui, éduqué, policé grâce aux blancs, missionnaire probablement. Vous mettez 3 points de suspension. Donc, vous vous souvenez, voilà. C'est un courrier que vous avez trouvé que... Oui, ça c'était un... Parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'archives que j'ai utilisées. Ça, c'était un extrait d'un journal, donc l'éveil de l'AEF, donc un journal qui est publié dans toute l'Afrique équatoriale française, donc Congo, Gabon, Centrafrique, Tchad. Et qui relayait du coup la vie des colons. Pour les colons, il était bien évident qu'il n'était pas possible qu'un noir, qu'un africain ait une éducation et qu'il mette son éducation au service d'un idéal d'émancipation. Non. Soit il le met au service de la colonisation et alors c'est un bon évolué, voilà, etc. Soit il le met au service de l'émancipation et là c'est forcément un escroc, c'est forcément un charlatan, etc. Et même un ingrat puisqu'ils se disent que c'est grâce à nous qu'il est capable de réfléchir ainsi. Oui, oui. Mais bon, en lisant bien, on voit quand même que c'était quelqu'un d'intègre, enfin, d'après toutes les informations que vous donnez, hein, même par rapport à l'inculpation pour escroquerie, sachant que vous expliquez dans le livre, l'administration coloniale a maintes fois voulu financer son association. Hein, mais oui. il a refusé, ouais, il a toujours refusé. Oui, il a toujours refusé, en fait, c'était un moyen pour l'administration coloniale d'être parrain et donc du coup contrôlé. Matsuo ne voulait juste que son association soit reconnue légalement pour pas justement qu'on empêche, mais il a refusé toute subvention de l'administrateur colonial pour pouvoir être indépendant. Parce que le but de cette association, c'était l'indépendance économique. Il le rappelle d'ailleurs dans son procès, le but c'était l'indépendance économique pour pouvoir garantir l'indépendance politique. Et ça, je trouve que c'est très novateur pour l'époque. C'est pour ça même qu'il est sûrement comparé par exemple avec Marcus Garvey qui avait la volonté de s'unir en Jamaïque avec la Black Star Line justement de garantir l'indépendance économique, et Matsuo en parallèle a voulu faire la même chose parce que les cotisations, il y avait comme on est arrivé à plus de 100 000 francs. Oui. J'ai vu ça. Ce qui est énorme pour l'époque. Le franc d'époque est très très fort, hein, donc c'est limite équivalent à l'euro, donc 100 000 euros, pour l'époque c'est énorme, parce que pour les Africains de cette époque-là, avoir du numéraire c'est très difficile, hein, très difficile. Oui. Surtout en plus que les cotisations venaient quand même des personnes dans les villages, les adhérents dans les villages. Les plus grandes cotisations étaient celles du Congo, celles de France un petit peu, oui, mais c'est celles du Congo, les chefs traditionnels qui faisaient cotiser tout le monde pour l'amicale. Et c'est ce qui a effrayé aussi l'administration coloniale, puisque c'était limite la cotisation pour l'amicale concurrençait pratiquement l'impôt colonial. Et un impôt, c'est un moyen régalien de l'État. C'est ce qui fait l'État, l'impôt. Il était devenu indispensable de mettre à bas cette institution qui entend concurrencer l'État colonial. C'est ça. Et ce qui est marrant, la manipulation justement de l'autorité coloniale qui
expliquait aux chefs traditionnels qu'on avait condamné Matsuwa, voilà, vu qu'il avait escroqué les chefs traditionnels et les personnes qui cotisaient dans les villages. En fait, l'administration coloniale voulait faire croire aux chefs traditionnels que c'était pour leur bien, enfin, c'était pour leur cause que Matsuwa se retrouvait en prison. Mais heureusement, vous expliquez en fait que non, eux, ils ont justement soutenu l'amicale. Hein. Oui, ils ont bien soutenu parce que ils ont bien compris le paternalisme. De toute façon, le paternalisme, il n'y a pas de colonisation sans paternalisme. Donc, sans prétention à vouloir prendre soin des Africains pour leur plus grand bien et les dominer pour leur plus grand bien. Ça, c'est inhérent au colonialisme et au néocolonialisme qui a cours jusqu'aujourd'hui. Et justement, Matsuwa, ce qui est bien, ce qui est remarquable dans son action, c'est qu'il a su mobiliser les autorités traditionnelles, il a su avoir leur confiance et leur fidélité. Ce qui a été le plus dur. Ce qui a été le plus dur, puisque lui-même, il n'est pas une autorité traditionnelle, mais l'autorité traditionnelle a fait confiance à Matsuwa, qui est un jeune pour lui, parce que voilà, il est né en 1899, l'association est née en 1926, donc il a 27 ans, il est jeune. Donc voilà, faut se remettre aussi dans l'époque. Donc les chefs traditionnels, ils peuvent avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est des papas. Et surtout, on est en 1926, la société congolaise de 1926, c'est pas la société congolaise d'aujourd'hui. Hein. Donc c'est-à-dire que la gérontocratie, c'est quand même assez fort, les vieux, les aînés, etc. Mais ces vieux, ces aînés-là ont fait confiance à ce jeune-là, pour eux, parce que pour eux, c'est leur fils, c'est un jeune. Mais ils ont fait confiance, ils l'ont suivi. Et c'est ce qui a permis le succès. Du coup, cette tentative de manipulation de l'administration n'a pas fonctionné pour la majeure partie d'entre eux. Il y a le petit extrait, je vais juste lire le paragraphe encore, c'est un élément qui montre effectivement la chasse à laquelle il était soumise de la part de l'autorité voilà, du gouvernement, du gouverneur général, parce que là c'est un rapport des affaires politiques du 20 septembre 1927 sur l'amicale, un courrier que vous avez effectivement mis dans les annexes. C'est un courrier adressé à Monsieur le ministre des colonies. La personne fait le courrier et conclut en disant ceci. Il importe pour le bien de nos indigènes, il importe pour le bien de nos indigènes de l'Afrique équatoriale française de les soustraire à l'influence de leurs congénères qui rêvent de jouer auprès d'eux le rôle néfaste d'un Marcus Garvey. Ça alors, ça prouve effectivement que André Grenard était pourchassé, vraiment pourchassé pour ses actions. Un an après l'amicale, c'est frappant de lire des archives parce que on voit, surtout quand c'est écrit des archives secrètes, on voit la pensée concrète, réelle, et c'est vraiment très illustratif. C'est pour ça que je tenais à les mettre en annexe, parce que je pense que ça parle même mieux que les discours de lire directement les colonisateurs. C'est ça. Vraiment, comme vous dites, des dossiers secrets envoyés, mais c'est ça le paternalisme. Il parle vraiment de façon à l'époque, c'était les indigènes. Comme vous dites, Matsuwa, qui était pourtant français et un ancien combattant, ayant combattu pour la France comme comme tous les tirailleurs sénégalais, et ben c'était l'indigène quoi. On a mis l'affaire Matsuwa et consorts, voilà, l'affaire des indigènes. Ah là là. Ben écoutez, vraiment, merci, c'est vraiment, il est à lire, il est vraiment, vraiment à lire. Ça nous replace dans le contexte justement de cette période coloniale, qui, dans les années 20, 26, votre récit, justement, s'est focalisé entre 1926 et 1930, plus, voilà, c'est ça, et on en apprend vraiment. Et voilà, c'était un Marcus Garvey aussi, pourquoi pas. D'ailleurs, comme il disait, il voulait empêcher son action. Voilà, comme il dit, c'est si bien dit dans cette petite conclusion que je viens de lire dans les archives secrètes. Et on se rend compte qu'il a vraiment, son action était vraiment, voilà, c'était un activiste quoi. Oui, ça a été reconnu même de son vivant.
Il y a l'historien panafricain C.L.R. James qui avait écrit justement sur une histoire des mouvements panafricains en 1938. Donc 1938, hein, et il parle déjà de Matswa. Moi, j'étais même surpris de savoir que C.L.R. James, qui est connu pour avoir écrit les Jacobins noirs, quand il parle de la révolution haïtienne, hein, et ben il parle de Matswa. Moi, ça m'a surpris de voir un auteur anglophone, en plus de surcroît, plutôt caribéen, de parler de Matswa en 1938. Donc, c'est vraiment pour montrer que Matswa a vraiment marqué son temps. Et surtout en Afrique équatoriale française, je parle aussi de il y a un exemple, je crois, du Gabon que je parle au tout début, de quelqu'un qui a voulu tenter une action similaire. Donc on voit que c'est vraiment un mouvement, c'est un mouvement vraiment générationnel en fait. C'est pour ça que les années 20, c'est vraiment une tournure où les Africains essayent de prendre leur destin politique en main, et c'est le début de la remise en cause de la colonisation en tant que système. Et l'histoire de Matswa, c'est aussi cela, c'est un précurseur. Aujourd'hui, Matswa et son mouvement, c'est vraiment les premiers mouvements politiques modernes au Congo, modernes dans le sens qui reprend les nouvelles institutions politiques en dehors de la chefferie, du royaume, etc. Là, c'est plutôt les syndicats, les associations, les mutuelles ou les partis. Donc les nouvelles formes de faire la politique, et Matswa est l'un des premiers au Congo à avoir saisi cette forme-là, parce qu'il a compris qu'il fallait opposer une nouvelle manière de penser la politique pour gagner contre le colonisateur, puisque nos royaumes, nos chefferies traditionnelles ont échoué. Il n'est pas le seul. C'est dans l'ensemble du monde colonisé, c'est comme en Chine. Même la grande Chine, quand l'empire de Chine est tombé, il a fallu passer au modèle soit républicain, soit au modèle de parti communiste pour remettre en cause le déclin chinois. Tous les peuples, en fait, ont compris qu'il fallait se moderniser, c'est-à-dire prendre des nouvelles idées sans s'aliéner, mais juste rajouter en fait des nouvelles armes conceptuelles pour pouvoir lutter, parce que sinon, conceptuellement, vous n'avez pas les armes pour mobiliser toute une société, et ça, c'était nécessaire. Exact. Écoutez, vraiment, c'est un très beau récit, hein, très instructif. À un moment, vous dites, pas un moment, souvent vous dites de son décès supposé en 1942. Donc, supposé. Oui. Alors, supposé, parce qu'il y a énormément de théories dessus. D'ailleurs, les matsonistes, pour commencer, sont les premiers à dire que Matswa n'est pas mort. D'accord. Matswa n'est pas réellement mort. Il y en a qui disent qu'il est mort en 1950, il y en a qui disent qu'il est mort en Guyane, puisqu'il aurait été exfiltré en Guyane et qu'il serait mort là-bas. Les politiques congolais de l'époque, donc c'est-à-dire comme Chikaya, donc sera le premier député de l'Afrique équatoriale française, donc après la conférence de Brazzaville de 1944, qui permet aux Africains d'avoir des parlementaires à l'Assemblée nationale française, dans la 4e République, va dire que, par exemple, il a rencontré Matswa à Paris, qu'ils ont discuté, puisque Matswa devient rapidement un moyen de se légitimer, jusqu'à Fulbert Yolo aussi, donc le premier président, qui va se réclamer de Matswa, qui dit qu'il a rencontré à Paris, etc. Ce qui est bien entendu faux. Mais du coup, on parle beaucoup de décès supposés pour avoir les potentielles pistes qui diraient qu'il serait mort en Guyane, etc. Pour ma part, moi j'attends, je suis pas allé en Guyane pour voir sa supposée tombe, donc je mets supposé, mais il y a quand même de grandes chances qu'il soit mort, effectivement, en 1942, et qu'il soit enterré là, pas loin de Mayama. Oui. Ouais, à Brazzaville. Ah oui, voilà, au Congo-Brazzaville. Il est enterré, d'accord. Ok. Département du Poul. Oui. Donc il était du Poul, lui, c'est ça? Oui, mais le Poul, c'est le département qui avoisine Brazzaville. Et ce département, donc majoritairement constitué des différentes communautés Congo et des Téké. Donc des communautés Congo dont les Lari, dont sa communauté, les Sundi, les Congo-Boko, etc. Et des Batéké aussi qui sont présents, puisque ça a toujours été une espace frontière entre Congo et Téké, sachant que les deux communautés ont des liens de parenté, etc., qui sont pluriséculaires. Écoutez, merci, vraiment merci pour toutes ces précisions. Mesdames et messieurs,
André Grenard Matsoua, Les fondements de l'amicale de Monsieur Brice Matézo. Lisez-le, très instructif. C'est bien parce que Monsieur Matsoua, dans ce cas, rentre dans le cadre de toutes ces figures emblématiques qui ont combattu le colonialisme. Et c'est bon à savoir. Monsieur Brice Matézo, un grand merci à vous. Vraiment merci. Merci d'avoir lu le livre, d'avoir posé ces bonnes questions. Parce que c'est un livre que j'ai bien aimé vraiment écrire. C'est mon première étude historique. Et c'est une figure à la fois assez connue au Congo, sans qu'on sache vraiment ce qu'il a fait. On sait qu'il a probablement dit il a combattu les Blancs, tout ça, mais on sait rarement dire qu'est-ce qu'il a fait concrètement. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Merci en tout cas de l'invitation. C'est toujours un plaisir. Vraiment, merci. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons donc été bien édifiés par Monsieur Matézo par rapport à ce personnage, André Grenard Matsoua. Vraiment, lisez cet essai, l'essai est très bien fait, bien accompagné d'annexes. Donc, on voit le combat qu'a mené ce personnage, Monsieur Matsoua, et un anticolonialiste. Effectivement, il a mis en place cette amicale pour venir en aide aux Haïtiens ou à toutes les personnes d'Afrique équatoriale française. L'aide n'était pas à l'attention que des anciens combattants. Je crois dans le livre, il parle aussi, c'était une entrée Afrique et Antilles. Il faut vraiment le lire. Et on voit à la fin comment ça passe d'une affaire politique à une affaire judiciaire parce que bon, on a tout utilisé, il fallait vraiment en finir avec le personnage, l'autorité coloniale qui était contre les actions qu'il menait et puis s'est retrouvé donc en prison, décédé en 1942, voilà. Et de là est né le matouanisme. Matouanisme qui est donc un mouvement politico-religieux, c'est ça. Et il faut vraiment le lire, il est très instructif. Voilà, mesdames et messieurs, vous aimez Parlons de livres, n'oubliez pas, soutenez-nous, abonnez-vous, subscribe et puis partagez. On se dit à très bientôt.